Merci de nous retrouver ici sur les gradins pour assister à un nouveau plateau qui est enregistré de l'émission Smart Impact avec Aurélie Planex qui est déjà en plateau comme vous pouvez le voir, avec son premier invité Joël Chassard, présidente du directoire de la Caisse d'épargne, CEPAC. Ensuite, elle recevra Alain Garrigue, directeur développement Sud, Voltalia, puis Julie David-Copin, cofondatrice et CEO de Ombrea, et enfin Thierry Chaumont, directeur général Trees Télécom, président de l'Union des industries et métiers de la métallurgie Alpes-Méditerranée. Très bonne émission à vous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Smart Impact spécial enregistré depuis le stade Orange Vélodrome à Marseille pour la deuxième année consécutive. Donc Bismart est partenaire du Forum des entrepreneurs organisé par l'UPE 13, une édition placée sous le signe de l'engagement des entreprises engagées. Évidemment, vous en retrouvez tous les jours dans Smart Impact et aujourd'hui je reçois celle qui anime l'écosystème marseillais. Et notre premier invité du jour est Joël Chassard, bonjour. Vous êtes président du directoire de Caisse d'épargne CEPAC, c'est le groupe BPCE, c'est la deuxième caisse d'épargne de France, 30% de votre activité réalisée outre-mer. Et la Caisse d'épargne CEPAC est très engagée sur ces sujets de RSE, de transition écologique. Quels sont les différents moyens de s'emparer de tous ces sujets quand on est une banque et pourquoi est-ce que c'est inscrit finalement dans votre ADN depuis aussi longtemps? Aurélie, je vais vous parler de la CEPAC quand même. Et j'ai envie de vous dire que c'est assez naturel de s'emparer de ce sujet de transition écologique, de transition énergétique. Quand on se rappelle l'histoire de la Caisse d'épargne, les caisses d'épargne sont nées il y a 2 siècles exactement, sous l'impulsion de philanthropes qui voulaient s'emparer des sujets sociétaux de l'époque. Et à l'époque, il y a longtemps, bien évidemment, il y avait une problématique d'accès aux produits financiers pour les populations les plus défavorisées, on va dire. Et c'est ainsi qu'est né le fameux livret des caisses d'épargne. Alors depuis, bien sûr, le monde a bien changé, les caisses d'épargne aussi, nous sommes présents sur tous les marchés, mais vous voyez qu'elles sont nées vraiment de cette préoccupation sociétale. Alors juste, je ne veux pas être long sur le sujet, mais je voudrais donner un deuxième exemple qui vous touchera, je pense, en tant que femme, Ouais. puisque les caisses d'épargne aussi ont participé à l'évolution, d'émancipation des femmes sur le plan financier. Et c'était il y a déjà 140 ans, hein, puisqu'elles ont eu le droit d'ouvrir des livrets de caisse d'épargne et de faire des opérations sans l'autorisation de leur mari. Et c'était la première banque à le faire? Oui, absolument. Ah ouais? Absolument. Et c'était quand même assez révolutionnaire, puisqu'il a fallu attendre à peu près 8 décennies pour que les femmes puissent faire la même chose sur les dépôts à vue, hein, pour l'ensemble des banques, 8 décennies. Donc vous voyez, il y avait quand même cette longueur d'avance. Donc voilà, ces 2 exemples pour vous dire que ça semble effectivement naturel de s'emparer des sujets qui sont les sujets de préoccupation de plus en plus importants dans l'ensemble de la population. Et on voit bien que l'enjeu climatique est sans doute l'enjeu du XXIe siècle. Donc voilà, donc ça c'est le point important qui fait que tout naturellement, avec des équipes très spécialisées, nous nous sommes mis au travail pour devenir des spécialistes du financement de la transition énergétique. Et avec des beaux succès, puisque en tant que banque régionale, nous sommes quand même le 4e financeur national de la transition énergétique. Donc voilà, je crois que c'est qu'on vient de le souligner. Et puis peut-être, pour aller vite, 2 exemples actuels. J'ai vu qu'effectivement, on avait un client, Voltalia, qui va intervenir tout à l'heure. Et nous avons eu le plaisir de financer un projet en Guyane, un projet solaire chez eux, photovoltaïque. Alors justement, vous considérez aujourd'hui que les banques finalement sont un maillon essentiel de cette transition écologique, parce que ce sont elles qui permettent finalement aux entreprises d'engager cette transition? Oui,
vous l'aurez compris, c'est effectivement un moyen essentiel. Nous, on s'en est rendu compte tout à fait. Je vous ai donné cette explication. Je voulais peut-être vous donner aussi un exemple de projet emblématique sur lequel nous travaillons. Il s'agit d'un projet EDF, Provence Grand Large, un projet vraiment tout à fait innovant concernant les éoliennes en mer. Et l'innovation, c'est que ce sont des éoliennes flottantes. Donc voilà un projet qui peut devenir une vitrine, à la fois bien sûr pour EDF et pour nos territoires, et peut-être être je dirais, inciter la création d'une nouvelle filière, je dirais, innovante. Voilà. Donc ça c'est important, donc voilà, les banques ont leur rôle à jouer, mais moi je suis assez optimiste sur l'évolution parce que c'est un sujet dont les banques centrales, et notamment la Banque Centrale Européenne, se saisit. Voilà, en tant que banque, on le voit bien, on doit répondre à des enquêtes, remonter un certain nombre de scénarios tests, de choses comme ça, donc ils sont en train de réfléchir, de voir aussi une harmonisation parce que différents pays ne parlent pas forcément tous le même langage en termes de mesure des risques, mais le sujet est devenu tellement important que ça légitime tout à fait l'action des banques centrales, hein, parce que le risque climatique, qui est devenu un risque majeur, et les assureurs le savent bien, ils le mettent dans le top 3 des risques majeurs. Ouais. Et bien ce risque climatique pèse bien sûr sur les actifs qui sont financés par les banques, mais il peut peser aussi sur la croissance, bien évidemment, en détruisant certains outils de production, mais aussi il y a un risque de regain d'inflation, notamment au niveau des matières premières. Donc il y a un risque de stagflation qu'on voit apparaître qui est pas négligeable, en tout cas aux yeux des banquiers centraux, et ça légitime tout à fait leur action. Et je pense que, pour faire bref, sans rentrer dans la technique, la voie de l'avenir, hein, pour quelques années, mais je pense que ça peut aller assez vite, conduira tout simplement à faire en sorte que les entreprises, les brunes, on va dire, qui ne font pas d'efforts vers le verdissement, auront un accès au financement bancaire beaucoup plus restrictif, beaucoup plus difficile, voire asséché. Justement, avec la crise, vous avez évidemment beaucoup sollicité pour accompagner les entreprises, notamment via les PGE. Mais les entreprises qui étaient en difficulté, est-ce qu'au regard de ces difficultés, elles ont laissé tomber un petit peu leurs projets de transition, ou au contraire, est-ce qu'elles les ont accélérés? Alors, bien sûr, nous avons distribué à CEPAC plus d'1 milliard, donc une activité intense, et j'en profite aussi pour dire vraiment que l'État a joué son rôle, fait son job, et les banquiers aussi. Non, par rapport à la question, il est clair qu'au contraire, moi je pense qu'il y a eu un révélateur, même lié à la crise Covid. On voit bien que le monde du travail de demain, c'est pas le monde du travail d'hier. Bien sûr, il y a eu déjà des transformations, des accélérations dans le digital, mais bien sûr le travail à distance, le télétravail, sur lequel il faut bien sûr encore réfléchir. Mais on voit aussi ces jeunes générations là qu'on embauche. Une des premières questions, c'est est-ce qu'il y a des accords de télétravail. Donc les entreprises vont être obligées de se transformer, donc autant le faire en respectant à l'avance les critères, je dirais, environnementaux et sociétaux. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un mouvement maintenant qui a démarré, d'autant plus que la prise de conscience de la population a évolué, de l'ensemble de la population. 62% des Français disent vouloir donner plus de sens à leur épargne et avoir plus de transparence sur un certain nombre de produits, et ils sont prêts à investir aussi sur des fonds de type ICER, investissement socialement responsable. Donc ça, c'est une donnée tout à fait majeure, je pense, et le rôle des banques, dont on parlait qu'il était tout à fait majeur, et des régulateurs également tout à l'heure. Ça sera sans doute de simplifier l'offre, de la standardiser, de façon à faciliter la communication vis-à-vis des investisseurs qui, on doit le dire, n'est pas forcément très simple ni très transparente aujourd'hui. Donc voilà, il y a plein de pistes à creuser pour pouvoir avancer sur ces sujets. Et je vous libère, Joël Chassard, parce que je crois que vous êtes attendu juste à côté, c'est ça? Oui, absolument. Oui, on est attendu du côté de l'USN. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Joël Chassard, président du directoire de Caisse d'épargne CEPAC. Et tout de suite, notre prochain invité, Albin Garrigue, directeur du développement sud chez Voltalia.
Albin Garrigue, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement sud chez Voltalia, vous êtes producteur d'énergie renouvelable coté en bourse. Est-ce que vous pouvez rapidement rappeler déjà ce que fait Voltalia, parce que c'est assez large quand même? Tout à fait. Donc Voltalia est un producteur d'électricité à partir de sources renouvelables, donc essentiellement éolien, solaire, mais aussi hydro et biomasse. Donc on est présent dans une vingtaine de pays sur 4 continents, beaucoup en Europe de l'Ouest et une grosse implantation en Amérique du Sud. Et on produit à peu près 2,5 TWh d'électricité renouvelable par an, avec 1200 salariés à travers le monde et une implantation assez forte en France, puisqu'une une entreprise française créée en 2005. Alors, on parle d'engagement dans cette journée du Forum des entrepreneurs de Marseille et vous avez décidé d'adopter le statut, vous, d'entreprise à mission. C'est un engagement fort. Qu'est-ce qui l'a motivé? Oui, tout à fait. C'est un engagement très fort. Alors, il faut noter que c'est un engagement qui était en quelque sorte déjà dans notre ADN, puisque dès la création, l'entreprise s'est positionnée uniquement sur les énergies renouvelables, dans le but d'améliorer la production d'énergie verte. Et lorsque la loi a permis de se lancer dans cette aventure, on a saisi l'opportunité. C'était au final assez naturel pour nous, puisqu'on pratiquait déjà en quelque sorte ces pratiques depuis une bonne quinzaine d'années en fait. Et en fait, vous aviez déjà défini une raison d'être que vous aviez inscrit dans vos statuts, je crois, en 2020. Un an plus tard, donc, vous franchissez ce pas d'entreprise à mission. La raison d'être, en fait, à un moment, ça devient pas suffisant? C'était plutôt complémentaire, puisque c'était, comme je l'ai expliqué, l'ADN, mais il a fallu un peu s'engager, aller plus loin et détailler un petit peu plus ce que l'on entendait par cette mission. Donc on a développé ces thématiques afin de les clarifier et que tout le monde puisse saisir l'importance de ce qu'était cette mission. Voilà, cette mission, elle est au cœur du quotidien des équipes, au cœur du quotidien de nos interactions avec les parties prenantes que l'on rencontre sur le terrain, que ce soit nos fournisseurs, les collectivités. Et justement, comment est-ce qu'ils ont réagi, vos actionnaires? Parce qu'en plus, vous êtes un groupe coté en bourse. Quand vous avez pris cette décision, ils vous ont suivi tout de suite? Oui, tout à fait. En fait, aussi bien les actionnaires que les salariés, en fait, c'était une cause commune. Hein. Il n'y a pas eu ni de surprise, ni de comment dire, de gap à franchir. Ça s'est fait naturellement et ça s'est fait à la fois en concertation avec nos actionnaires, mais aussi l'ensemble des salariés. Donc, c'est une démarche commune et globale à tout ce microcosme voltalien. Et vos clients, comment est-ce que eux, quel est le regard que eux portent sur ce choix de devenir une entreprise à mission? Est-ce que c'est quelque chose qui les préoccupe aujourd'hui ou est-ce que ça reste finalement un outil de communication plutôt vis-à-vis des actionnaires et des collaborateurs? Non, je crois que ça touche toutes nos parties prenantes. Je crois que c'est vraiment une plus-value à expliquer aux gens avec lesquels on est en interaction ce que l'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait. Donc l'entreprise à mission, c'est quand même une cause très noble. Et donc, évidemment, on le met en avant, mais on le faisait avant déjà. Donc, c'est juste dans la continuité de nos actions et des messages que l'on délivre avec les acteurs qui gravitent autour de nos activités. Alors, votre raison d'être, c'est d'améliorer l'environnement mondial en favorisant le développement local. Le développement local, c'est une priorité qui est redevenue un peu sur le devant de la scène avec cette crise qu'on vient de traverser? Oui, le développement local, on peut inclure le sujet de l'économie. Clairement, on rencontre une crise économique assez intense liée à la crise sanitaire. Mais c'est pas pour autant qu'en fait, auparavant, on n'avait pas des actions déjà de cet ordre-là. On vient juste renforcer peut-être notre présence et on est une entreprise qui va beaucoup sur le terrain. Et c'est par là qu'on entend cet aspect de développement local, puisque quand on développe des projets, on s'insère dans le tissu aussi bien culturel, économique, local, par des actions. Je peux donner quelques petits exemples. Par exemple, sur l'aspect économique, on favorise l'utilisation d'entreprises locales pour les travaux de nos centrales. On participe aussi avec les collectivités à des événements, que ce soit culturels et ou sportifs.
On utilise aussi travaille sur des thématiques agricoles aussi. Par exemple, sur nos centrales, on peut faire intervenir en éco-pâturage des moutons ou travailler avec des apiculteurs qui utilisent aussi nos centrales. Donc voilà, c'est tout un tas d'actions diverses et variées autour des sujets à la fois économiques et aussi culturels, sportifs et la liste est non exhaustive, disons. D'accord. Est-ce que, selon vous, ces dispositifs, que ce soit la raison d'être ou l'entreprise à mission, peuvent changer le regard des Français globalement sur les entreprises qui sont parfois un peu décriées? C'est vrai qu'on a en France parfois une vision un peu négative du patronat et des entreprises. Alors, c'est pas ce que l'on constate, nous, Voltalia, sur le terrain. Tant mieux. Voilà, donc c'est très positif. Je pense que ce sujet de l'entreprise à mission va contribuer aussi à continuer à améliorer, même si, comme je vous le dis, la situation et la visibilité que l'on a est plutôt bonne. Et d'autant plus dans notre filière et chez Voltalia, en fait, par le développement local, on s'insère à long terme sur les territoires et on souhaite établir des relations de confiance. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de très positif et qui nous aide beaucoup à diffuser une image positive du monde de l'entreprise. Parfait, merci. C'est une très jolie conclusion. Albin Garrigue, directeur du développement sud chez Voltalia. Merci d'avoir été avec nous. On va tout de suite accueillir notre prochaine invitée, Julie Davico-Pain, qui est la cofondatrice et CEO d'Ombrea. Julie Davico-Pain, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice et CEO d'Ombrea. C'est une entreprise que vous avez fondée avec votre père à l'âge de 24 ans. Vous avez en fait créé une solution tech pour parer en fait les effets du changement climatique, c'est ça? Oui, complètement. Alors nous déjà, l'histoire d'Ombrea, elle est liée à notre famille, puisqu'on est issu d'une famille d'agriculteurs. Et c'est vrai que l'agriculture, on en entend beaucoup parler depuis des années, des difficultés qu'elle rencontre qui sont vraiment très nombreuses et qui deviennent de plus en plus compliquées, notamment avec les aléas climatiques qui tendent à la fois à s'amplifier et à être aussi de plus en plus imprévisibles. Et donc c'est vrai que face à ces phénomènes-là, les agriculteurs ont très peu de solutions, très peu d'alternatives. Et nous, tout le déclic s'est produit en 2016, quand Christian, justement, mon père, a perdu un quart de sa production un été, en fait, à cause d'un... Il produit quoi? Il produit du feuillage, donc le feuillage que vous trouvez dans les bouquets chez le fleuriste pour grossir un petit peu le bouquet. Il a perdu un quart de sa production à l'été 2016 et c'est vrai qu'à partir de là, il a fallu trouver une solution pour pérenniser l'exploitation et puis surtout pour répondre à ce besoin justement qui est croissant auprès du monde agricole. Et c'est là vraiment qu'est née Ombrea, la solution Ombrea, il y a 5 ans. Alors l'idée, c'est de mieux protéger les cultures, c'est ça? Comment vous est venue, vous, cette idée d'installer en fait des ombrières? Alors en fait, au début, on s'est dit qu'il fallait trouver un système qui puisse à la fois protéger les cultures des aléas climatiques violents, comme la grêle par exemple, et à la fois les protéger et aussi faire en sorte qu'elles grandissent dans des bonnes conditions, qu'elles puissent s'adapter en fait à ce nouveau climat qui arrive. Donc nous, on produit une solution qu'on installe au-dessus des cultures de plein champ, donc toutes les cultures d'extérieur comme la vigne ou l'arboriculture par exemple. Et ce système va un peu comme des volets s'ouvrir et se refermer pour faire de l'ombre au sol, et en modulant justement l'ombrage au sol, on va pouvoir modifier l'humidité, la température ou encore l'ensoleillement. Et l'idée, c'est d'apporter à la plante qui est en dessous tout l'écosystème dont elle a besoin pour grandir dans les meilleures conditions possibles. Nous, vraiment, le cœur de notre travail chez Ombrea, c'est de piloter le climat. C'est vraiment faire en sorte de reprendre de la maîtrise, reprendre le contrôle sur un climat qui change et dont les agriculteurs n'ont plus aucune maîtrise. Mais c'est vraiment de la tech, parce qu'il y a de la data derrière. J'imagine que c'est quelque chose de très très fin en fait. C'est extrêmement fin parce qu'on sait que si on bouge parfois d'1 degré l'ouverture de notre système, on va pouvoir avoir des conséquences qui peuvent parfois être néfastes pour les cultures. Donc il faut être extrêmement vigilant. Savoir piloter le climat sur les cultures, ça ne peut être fait que par des agronomes et par des data scientists justement qui établissent ces modèles, qui savent traiter la donnée. Donc oui, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir d'excellents résultats sur les cultures. 5 ans après notre création, on est en mesure justement d'avoir pu prouver une augmentation des rendements agricoles de l'ordre de 17% sur les cultures 17% ? Oui, sur les cultures de la pivoine notamment, qui est une culture phare ici dans le sud-est de la France. Et on économise aussi les eaux d'irrigation, donc on est autour de 30% d'économies en eau aussi qui sont réalisées, tout en protégeant aussi les cultures d'aléas climatiques. On a eu un énorme phénomène de grêle il y a 15 jours ici dans le Var, et on a réussi à protéger complètement les cultures de vigne qui étaient en dessous.
Comment est-ce que vous avez construit cette entreprise? Parce que vous ne faisiez pas du tout ça, je crois que vous étiez journaliste avant. Et votre papa, il est agriculteur et aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une boîte tech. Quel est le parcours et comment vous avez réussi à mettre en place cette solution technologique? Bah écoutez, en travaillant, je crois que ça part de là déjà pour tout le monde. Oui, donc je pense que notre principal atout, c'était de connaître en fait notre marché. À partir de là, travailler sur les compétences techniques, on va dire, j'allais dire c'est un détail, mais il faut recruter en fait des personnes qui sont justement meilleures que nous. Moi, je n'ai pas de mal à dire que l'ensemble de mes salariés sont bien meilleurs que moi dans les compétences techniques. De toute façon, je n'aurais pas pu être agronome, data scientist, faire de la mécanique. C'était impossible. Donc en fait, on a recruté. Aujourd'hui, on est presque 50 personnes chez Ombrea 5 ans plus tard, qui justement sont spécialisées dans ces domaines-là. Et puis, on s'est doté de partenaires aussi qui nous accompagnent sur la durée, que ce soit par des levées de fonds ou encore des partenaires qui nous permettent justement de déployer notre modèle à plus grande échelle. Il y a un vrai sujet dans le monde agricole aujourd'hui, c'est l'accès au financement justement de ces matériels agricoles. Il ne va pas de soi que de simplement créer des outils qui vont permettre aux agriculteurs de mieux produire. Encore faut-il qu'ils puissent se l'offrir justement, cet outil qui va leur permettre de se projeter dans l'avenir. Nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est de produire de l'énergie au-dessus justement du système Ombrea, de façon justement à couvrir l'investissement de départ pour que n'importe quel agriculteur puisse avoir accès à cette nouvelle technologie. Et à cet égard, on travaille notamment avec Total Energy, avec lesquels on fait un travail formidable sur le déploiement de notre solution auprès des agriculteurs. Et on a vraiment une demande qui est croissante. Aujourd'hui, notre carnet de commandes est vraiment complètement rempli parce que la demande est là. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des panneaux solaires sur vos ombrières, c'est ça? Complètement. La production d'énergie, en fait, va permettre de porter l'investissement, ce qui fait que l'agriculteur va vraiment pouvoir se concentrer sur sa production. Et nous, on va l'accompagner justement dans la façon de mieux produire et d'être protégé des aléas climatiques. Est-ce que l'agritech française aujourd'hui est, selon vous, à la hauteur des enjeux du monde agricole? Il y a eu un plan là, qui a été annoncé par le gouvernement, je crois que c'est 200 millions. Exactement, c'est une enveloppe de 200 millions à laquelle justement Ombrea et l'ensemble des acteurs de la filière agritech a été convié par le ministre de l'Agriculture et le ministre du Numérique, Cédrico, en début de semaine. On est à la hauteur, clairement. Alors, on a un léger paradigme puisque la France, aujourd'hui, en matière agricole, on est le premier producteur européen en volume. En revanche, le système agritech, aujourd'hui, c'est 200 startups de la food et de l'agri qui sont installées en France. On est bon, mais je pense qu'on pourrait être largement meilleur, puisqu'aujourd'hui, les fonds qui sont disponibles, c'est-à-dire les fonds levés qui permettent aux startups de se développer, parce que le monde de l'agritech requiert des fonds. Il faut souvent financer du matériel, montrer que ça marche, attendre que plusieurs récoltes se fassent pour pouvoir justement prouver l'efficacité. Ça ne se voit pas immédiatement. Ce n'est pas du tout les mêmes cycles de croissance. Et là-dessus, on lève beaucoup moins d'argent. On est vraiment en retard par rapport à certains pays qui sont beaucoup plus dynamiques que nous, comme l'Israël ou les États-Unis, par exemple. Donc nous, on voit vraiment d'un très bon œil. On est vraiment ravis de voir que l'État s'engage aussi auprès des startups du monde agricole, avec notamment la création de la French Tech Agritech, et qui a été annoncée en début de semaine, et une enveloppe de 200 millions qui va nous permettre justement d'avoir les moyens de concurrencer aussi ces grandes puissances qui, elles, ont des startups qui grandissent très vite. Merci beaucoup, Julie Davy-Copin. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice et CEO d'Ombrea. Merci d'avoir été avec nous. Et on va accueillir dans un instant notre dernier invité, qui est Thierry Chaumont, le président de l'UIMM Alpes-Méditerranée. Et je suis maintenant avec Thierry Chaumont, président de l'UIMM Alpes-Méditerranée. Bonjour. Bonjour. L'image de l'industrie reste souvent dans l'imaginaire collectif quand même une usine avec une cheminée qui fume. Aujourd'hui, la réalité est quand même loin de cette image d'Épinal, non? Alors, je pense, à mon avis, l'imaginaire collectif a quand même pas mal évolué depuis... J'espère. Peut-être depuis la pandémie, d'ailleurs. Si on veut rechercher les éléments positifs de la pandémie, peut-être ça, parce qu'on s'est aperçu que les usines étaient absolument nécessaires. On parle de la chimie, du médical, et donc on est loin des temps modernes également dans la production, dans le secteur industriel, que ce soit pour les grands groupes ou les PMI. Donc l'image évolue, on essaye d'y contribuer dans le cadre de notre fédération patronale, mais ceci étant, j'entendais le discours de Michel Barnier, il me semble qu'il a parlé de secteur industriel, de réindustrialisation, donc les mœurs changent et les mentalités changent. On cherche à accueillir également beaucoup les jeunes, les femmes dans l'industrie. On a par contre, et là je vous rejoins, un énorme chemin à parcourir parce qu'on est en cette matière, on a de gros progrès à faire. Mais ceci étant, l'objectif, c'est justement de faire connaître le secteur industriel et les belles choses qu'on y produit et qu'on y fait.
Donc on est loin, en effet, des temps modernes de Charlie Chaplin, pour ceux qui ont connu le film. Ouais. C'est vrai qu'effectivement, vous avez raison, le regard change et on parle beaucoup d'usines connectées, d'usines du futur, mais on connaît moins les actions des entreprises industrielles en matière de transition écologique. Pourtant, il existe des actions et vous-même, vous en menez au sein de l'UIMM ? Alors, on en parle moins, c'est également parce qu'on veut moins en parler. Ah, pourquoi ? Je pense qu'il est plus facile, fut une époque, il était plus facile de critiquer le secteur industriel que de mettre en avant finalement les bonnes pratiques, les investissements qui étaient... voilà. Tout ce qui est polémique, généralement, plaît plus au grand public, et pas que. Mais ceci étant, l'environnement au sens large et la RSE, les industriels l'ont pris à bras-le-corps depuis bien longtemps. Je ne connais pas d'industriels, que cela soit des grands groupes ou des PMI, qui dans leurs investissements n'aient pas finalement à la fois cette volonté, mais finalement cette obligation presque légale et juridique d'investir pour faire en sorte que l'empreinte carbone soit améliorée, que les ressources naturelles soient préservées. Donc de nombreux investissements sont faits. Alors sur le plan régional, on a entendu parler du PSI, c'est un Parcoursup d'industrie. Qui est soutenu ou abondé, je ne sais pas comment dire, par la région et par l'État, et ensuite présenté par Industrie Méditerranée. Et donc, en l'occurrence, dans le cadre de ce parcours sur industrie, je pense que dans quelques mois, on aura accompagné pratiquement 500 entreprises industrielles. Et le côté environnemental est particulièrement soutenu. Je parle soutenu en termes d'investissement, donc pour faire en sorte que les industriels s'y engagent, parce que on peut parler d'environnement, mais ceci étant, si on veut faire revenir le secteur industriel réindustrialisé, il faut également que la productivité soit au rendez-vous, que les coûts soient là, et on a besoin d'un retour sur investissement. Et donc, évidemment, prendre en compte et en charge l'ensemble des problématiques environnementales, ça coûte beaucoup d'argent pour les industriels, et là, on a besoin de soutien pour de bon. Oui, vous parlez d'investissement lourd, et c'est vrai que parfois, ça va jusqu'à changer complètement le processus de fabrication. Vous avez des exemples à nous donner là-dessus ? Alors les process, je ne peux pas dire que les process aient évolué finalement depuis que l'on parle d'environnement, mais par contre on en tient compte, mais les process depuis ces 30 dernières années ont beaucoup évolué. Qui n'a pas entendu parler de fabrication additive, d'objets connectés, d'impression 3D, donc d'impression 3D, de robotisation, de cobotisation. On parle... Dans le secteur industriel, on dit souvent, finalement, voilà, les travaux sont pénibles, mais ce n'est plus le cas, alors sauf quelques exceptions près. Et je pense que l'UIMM est également à la manœuvre pour essayer d'aider les industriels à franchir le pas, à leur montrer finalement les pratiques qui sont envisageables, les investissements qu'ils peuvent faire, les soutiens qu'ils peuvent avoir. Donc oui, les chaînes de production ont beaucoup évolué, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les femmes et les jeunes sont attendus, mais beaucoup d'investissements productifs, mais qui ne sont pas forcément liés exclusivement à l'environnement. Mais les chaînes de production, les supply chains, n'ont plus rien à voir avec ce qu'elles étaient il y a 30 ans, mais elles ont évolué avec le temps. Et pas uniquement pour les grands industriels. On parle souvent du numérique ou de l'informatique en mettant en avant la French Tech, par exemple, mais la French Fab ou les industriels, bien évidemment, quand on va chez ST Micro, chez Airbus, chez ArcelorMittal, dont je dirai peut-être un mot tout à l'heure, évidemment, les investissements sont à la clé, et ce sont des industriels qui sont à la pointe de la technologie. Alors allez-y, vous me tendez la perche. Qu'est-ce qu'ils font chez ArcelorMittal, par exemple ? Pour avoir un exemple concret. En termes de produits ou en termes d'exemples. Non, alors ArcelorMittal, j'en ai parlé volontairement parce que la presse s'est fait l'écho, évidemment pas vous, mais la presse s'est fait l'écho des fumées d'ArcelorMittal que l'on voit de temps à autre. Ceci étant, le plan d'investissement d'Arcelor pour l'environnement qui a été annoncé et soutenu d'ailleurs par l'État et la région. Bruno Le Maire était venu avec Renaud Muselier. Et donc, c'est un peu plus de 60 millions d'euros d'investissement pour faire en sorte de produire... Alors, l'exemple que je cite, il y a à la fois la décarbonation, c'est-à-dire les filtres que l'on peut mettre en place, et là, c'est la réutilisation dans leur process de fabrication, de la réutilisation de l'acier qui a déjà été utilisé. Donc, ce sont la technologie, la recherche est en permanence au rendez-vous pour faire en sorte que l'environnement puisse être pris en compte.
Merci beaucoup Thierry Chaumont pour cet exemple, président de l'UIMM Alpes-Méditerranée. Merci de nous avoir suivis pour cette édition spéciale de Smart Impact, enregistrée donc, dans le cadre du 21e Forum des entrepreneurs à Marseille, organisé par l'UPE 13. Dès demain, mardi, vous retrouvez Thomas Hugues aux commandes de Smart Impact. Très bonne journée sur Bismart. Merci. Merci beaucoup.